Mon fils et sa femme avaient vécu dans ma maison pendant 8 ans. Quand le bébé est né, ma belle-fille a poussé ma femme et a crié « Ne le touche pas, tu es sale ?» Mon sang s'est glacé. J'ai appelé mon fils et je lui ai dit 3 mots qui les ont laissés sans voix. Abonne-toi à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci et commente depuis quelle ville tu regardes. Je m'appelle Steven et j'ai 67 ans. Je n'aurais jamais pensé que je raconterais cette histoire, mais parfois la vie t'oblige à affronter des vérités que tu évites depuis des années. Ce qui s'est passé dans mon salon ce mardi matin a tout changé dans ce que je croyais savoir sur la famille, le respect et le dangereux prix d'être trop généreux. Mon fils Samuel a emménagé chez nous il y a 8 ans avec sa femme Everly. À l'époque, ça semblait la bonne chose à faire. Il traversait des difficultés financières. Martha et moi avions de la place et nous croyions que la famille doit aider la famille. Samuel était notre fils unique et nous voulions donner à son mariage la meilleure chance de réussir. 8 ans. C'est le temps que Martha et moi avons ouvert notre maison, nos cœurs et nos portefeuilles à une femme qui, finalement, nous montrerait exactement ce qu'elle pensait de notre gentillesse. La matinée avait commencé comme d'habitude. Martha était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner, fredonnant doucement tout en arrangeant des fleurs fraîches dans un vase. À son âge, ma femme trouvait encore de la joie dans les petites choses. Ses cheveux argentés captaient la lumière du matin pendant qu'elle se déplaçait dans notre cuisine avec la même grâce délicate qui avait conquis mon cœur il y a 45 ans. J'étais en train de lire le journal dans mon fauteuil quand j'ai entendu des pleurs. Pas des pleurs ordinaires, mais le cri aigu et exigeant d'un nouveau-né. Notre petit-fils était arrivé 3 jours plus tôt et toute la maison marchait sur des œufs à cause des règles très spécifiques d'Everly sur le bruit, les visites et les routines. Steven, pourrais-tu demander à Martha de baisser la voix là-dedans? La voix d'Everly est venue du salon, tranchante d'irritation. Le bébé doit se reposer. J'ai levé les yeux de mon journal. Martha ne faisait presque aucun bruit, juste le léger tintement des assiettes qu'elle posait. Mais c'était devenu typique. Au fil des années, Everly avait fait une liste sans fin de choses que Martha devait faire différemment dans sa propre maison. J'ai entendu les pas de Martha s'approcher du salon, probablement pour voir si elle pouvait aider avec le bébé. Ma femme avait été si heureuse d'être grand-mère. Elle avait passé des semaines à se préparer, achetant des petits vêtements, aménageant un coin de notre chambre avec des affaires pour bébé, rêvant à toutes les façons de le gâter. Puis je l'ai entendu, le bruit qui a tout changé. Un coup sec suivi du cri étouffé de surprise de Martha et du fracas de quelque chose qui tombait au sol. J'ai laissé tomber le journal et j'ai couru vers le salon, le cœur battant. Ce que j'ai vu a glacé mon sang. Martha était par terre, le visage rouge de douleur et de honte. Les fleurs fraîches qu'elle tenait étaient éparpillées sur notre parquet, l'eau formant une tache sombre près de ses genoux. Elle essayait de se reprendre, confuse et blessée, regardant Everly avec de grands yeux pleins d'incompréhension. Everly se tenait au-dessus d'elle, tenant notre petit-fils, le visage tordu de dégoût et de colère. « Ne n'ose pas le toucher !» cria-t-elle à Martha, qui n'avait même pas essayé d'atteindre le bébé. « Mais tu es sale ? Regarde le désordre que tu as fait. Tu crois que je vais laisser des mains sales s'approcher de mon fils ? » Ma femme de 73 ans, celle qui avait élevé Samuel avec plus d'amour et de patience que n'importe quel enfant ne le méritait, était assise par terre dans notre maison, traitée de sale dans son propre foyer. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Même le bébé a cessé de pleurer, comme s'il avait ressenti le poids de ce qui venait de se passer. Les yeux de Martha se sont remplis de larmes, pas à cause de la douleur physique, mais à cause de l'humiliation écrasante d'être traitée comme une domestique qui aurait dépassé ses fonctions. J'ai vu ma femme essayer de ramasser les fleurs renversées avec des mains tremblantes, sa dignité enlevée morceau par morceau. Everly est restée là comme une reine surveillant son royaume avec notre petit-fils dans les bras, totalement indifférente à la dévastation qu'elle venait de causer. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Pas seulement mon cœur, mais plus profondément, la compréhension que j'avais laissé cette femme transformer ma maison en son domaine personnel, où ma femme, après 40 ans de mariage, était traitée comme une étrangère indésirable. « Martha » ai-je dit doucement, ma voix ferme malgré la rage dans ma poitrine. Je me suis penché pour l'aider à se relever, mes mains délicates sur ses bras. « Laisse-moi t'aider. » Elle m'a regardé avec tellement de tristesse, tellement de défaite, que j'ai voulu hurler. Ce n'était pas la femme avec qui je m'étais marié, pleine de vie et de rire. C'était quelqu'un qui avait été lentement écrasé par 8 ans de critiques et de contrôle constant. En aidant Martha à se relever, j'ai capté quelque chose dans l'expression d'Everly. De la satisfaction. Elle aimait ça. Le pouvoir,
le contrôle, la façon dont elle pouvait humilier ma femme sans en subir de conséquences. Samuel, ai-je appelé, ma voix coupant la tension. Mon fils est apparu dans l'encadrement de la porte, mal à l'aise, mais pas aussi surpris qu'il aurait dû l'être. C'est alors que j'ai compris qu'il avait vu ça se produire depuis des mois, peut-être des années, et qu'il n'avait rien fait pour l'arrêter. « Papa, Everly protège juste le bébé », commença-t-il, sa voix faible et défensive. « Les nouvelles mamans peuvent être comme ça, Samuel », ai-je interrompu sans quitter le visage d'Everly des yeux. « J'ai besoin de te parler maintenant. » Everly serra le bébé dans ses bras, le menton relevé avec défi. « En fait, Steven, Samuel et moi discutions que nous pensons qu'il serait mieux si Martha restait dans la chambre quand le bébé est dans les pièces principales de la maison, pour des raisons d'hygiène. Tu comprends? Des raisons d'hygiène à propos de ma femme, dans notre propre maison. J'ai regardé mon fils, espérant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi pour défendre la femme qui avait tout sacrifié pour son bonheur. Mais Samuel a évité mon regard et a murmuré quelque chose sur le fait de faire ce qui est le mieux pour le bébé. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas juste un incident. C'était 8 ans pendant lesquels ma femme avait été lentement effacée de sa propre vie et moi, j'avais été trop aveugle ou trop passif pour le voir. J'ai aidé Martha à ramasser les fleurs restantes, mon esprit rempli de souvenirs que j'avais été trop confortable pour examiner. Combien de fois Everly avait suggéré que Martha fasse les choses différemment? Combien de repas de famille Martha avait passé dans la cuisine pendant qu'Everly présidait notre salle à manger? Combien de nuits ma femme s'était couchée tôt, non pas parce qu'elle était fatiguée, mais parce qu'elle ne se sentait plus la bienvenue dans son propre salon. Alors que Martha s'excusait en silence pour aller se changer, je lui ai pris la main. « Tu es blessé ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête, mais j'ai vu la vérité dans ses yeux. Elle était blessée, mais pas de la façon dont je le demandais. Ce soir-là, allongé dans le lit à côté de Martha, j'ai pris une décision. J'avais passé 8 ans à être un père généreux et un futur grand-père patient. J'avais fermé les yeux, j'avais trouvé des excuses. J'avais gardé la paix pour l'harmonie familiale. Mais voir ma femme être poussée dans sa propre maison, voir la lumière disparaître lentement de ses yeux à cause de moi et d'années de manque de respect, m'a fait comprendre que certaines choses comptent plus que la paix. J'étais sur le point de découvrir jusqu'où allait vraiment le sentiment de possession d'Everly sur notre maison. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un but pour la première fois depuis des années. Martha était déjà debout, se déplaçant silencieusement dans notre chambre, comme elle avait appris à le faire au cours des 8 dernières années. Chacun de ses gestes était devenu plus petit, plus prudent, conçu pour ne pas déranger les personnes qui vivaient dans notre maison et qui, d'une certaine manière, étaient devenues plus importantes que nous. J'ai trouvé Samuel dans ce qui était autrefois mon bureau à la maison, maintenant transformé en un espace improvisé pour les affaires du bébé. Il changeait la couche du bébé, l'air fatigué mais content. Pendant un instant, en le voyant avec son fils, j'ai souvenu pourquoi j'avais voulu l'aider au départ. « Samuel, il faut qu'on parle », dis-je en gardant la voix basse. Il leva les yeux, nerveux. « Papa, si c'est à cause d'hier, Everly était juste fatiguée. Le nouveau bébé et tout ça, elle ne l'a pas dit avec de mauvaises intentions. » J'ai tiré une chaise et je me suis assis. « Fils, ta femme a poussé ta mère par terre dans notre propre salon. Elle l'a traitée de sale. Tu trouves que c'est quelque chose qu'on doit juste ignorer. » La main de Samuel s'arrêta sur les vêtements du bébé. « Elle ne l'a pas poussé, papa. Maman a juste perdu l'équilibre. Everly protégeait le bébé des microbes. Tu sais à quel point c'est important les premières semaines. » La facilité avec laquelle il minimisait ce que nous avions tous deux vu me retourna l'estomac. « Samuel, je l'ai vu. Ta mère apportait des fleurs fraîches pour égayer le salon. Elle n'était même pas près du bébé. »« Regarde, papa, » dit Samuel en soulevant son fils et en le tenant contre lui. « Je sais que maman a de bonnes intentions, mais Everly a des idées très précises sur les soins aux enfants. Elle a lu tous les livres. Elle sait ce qu'elle fait. » J'ai regardé mon fils, cet homme de 34 ans, qui semblait avoir oublié que sa mère l'avait élevé avec succès, sans qu'aucun livre ne lui dise à quel point elle était sale. « Et nos idées à nous ? C'est notre maison, Samuel. » Quelque chose a traversé son visage, gêné et rapide. « Bien sûr que c'est votre maison, mais nous vivons ici aussi et il faut penser à ce qui est mieux pour tout le monde. »« Le mieux pour tout le monde », répétai-je lentement. « Et dis-moi, fils, c'est quand la dernière fois que ta mère s'est sentie à l'aise dans son propre salon ? » Samuel bougea, mal à l'aise. « Qu'est-ce que tu veux dire ?
Je veux dire, quand est-ce la dernière fois que Martha s'est assise dans son fauteuil préféré sans qu'Everly commente qu'elle faisait quelque chose de mal? Quand est-ce la dernière fois qu'elle a cuisiné un repas sans qu'on lui dise que c'était trop salé, trop fade ou mal préparé? Papa, ce n'est pas. Quand est-ce la dernière fois que ta mère a parlé au dîner sans être interrompue ou corrigée? Le silence s'est installé entre nous. Samuel a baissé les yeux vers son fils, évitant les miens. Le bébé faisait de petits bruits de satisfaction, totalement inconscient que sa présence était devenue une arme dans une guerre que personne n'avait officiellement déclarée. Everly a juste des standards élevés, dit enfin Samuel. Et maman, eh bien, elle vieillit. Parfois elle oublie des choses ou ne les fait pas comme Everly préfère. Comme Everly préfère, répétai-je. Ici, ce n'est plus seulement votre maison, papa. C'est notre foyer familial. Voilà la vérité que j'avais évitée depuis 8 ans. D'une façon ou d'une autre, sans discussion ni accord, notre maison avait cessé d'être notre foyer et était devenue le royaume temporaire de leur famille, avec Martha et moi comme des sujets réticents. J'ai pensé à tous les petits changements qui étaient arrivés si progressivement que je ne les avais presque pas remarqués. Comme Everly avait réorganisé les meubles du salon parce que, ça circulait mieux. Comme elle avait convaincu Samuel de déménager sa chambre dans la suite principale du rez-de-chaussée, parce que monter des escaliers était, peu pratique avec un bébé, nous laissant Martha et moi reloger dans la petite chambre à l'étage. Comme elle s'était complètement emparée de notre cuisine, déclarant que la nourriture de Martha était trop lourde et pas assez équilibrée, bannissant ma femme de l'espace qu'elle avait dirigé pendant 40 ans. Samuel, dis-je prudemment, tu te souviens quand tu as emménagé ici la première fois? Ce qu'on avait convenu? Il sembla gêné. Tu avais dit qu'on pouvait rester jusqu'à ce qu'on se remette. Et combien de temps avait-on dit que ça prendrait? 1 an, peut-être 2 maximum. Ça fait 8 ans, fils. Je sais, mais les choses ont été compliquées. L'économie, les changements de travail et maintenant le bébé. Tu as cherché un logement pour toi? La question resta suspendue. Le visage de Samuel m'a tout dit avant même qu'il parle. On a été à l'aise ici, dit-il enfin. Et avec l'arrivée du bébé, Everly a pensé que ça avait du sens de rester là où il y a de l'aide et du soutien. De l'aide et du soutien. J'ai failli rire. Martha avait fourni les deux pendant 8 ans en étant traitée comme une domestique qui ne faisait jamais rien bien. Everly travaille, Samuel? Autre silence gênant. Pour l'instant, elle se concentre sur son rôle de mère. C'est un travail à plein temps. Et toi? Je suis entre 2 opportunités en ce moment, mais avec le bébé, on doit être intelligent avec les frais de garde. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Mon fils était au chômage. Sa femme n'avait jamais travaillé pendant leurs 8 ans dans notre maison et maintenant il comptait rester indéfiniment parce que partir les obligerait à se débrouiller seuls. Samuel, qui paie votre nourriture? Il me regarda comme si je posais une question déplacée. On contribue quand on peut. Et qui paie ton assurance voiture, ta facture de téléphone? Les factures d'électricité qui ont triplé depuis que vous êtes là. Papa, on est une famille. J'ai pensé, qui a acheté le berceau en haut, la table à langer, le babyphone, les biberons spéciaux, le lait et les couches? Le visage de Samuel rougit. Toi et maman vouliez aider avec le bébé. Oui, mais on ne nous l'a jamais demandé. Samuel. Everly disait qu'elle avait besoin de quelque chose et Martha allait l'acheter en silence. Ta femme n'a jamais dit s'il te plaît ou merci. C'était juste attendu. J'ai observé mon fils lutter avec la vérité qu'il évitait depuis des années, comment sa petite famille survivait et à quel prix. D'où croit Everly que vient l'argent, fils? Quand Martha achète de la nourriture pour 5 au lieu de 2, quand notre facture d'électricité explose parce que quelqu'un laisse tourner les chauffages et les machines de son toute la nuit, quand soudain on achète tout bio parce que la nourriture normale n'est pas assez bien pour ta femme. Samuel resta silencieux longtemps, tenant son fils et évitant mon regard. Je ne me rendais pas compte que tu avais l'impression qu'on abusait de vous, dit-il enfin. Ce n'est pas une question de se sentir abusé, Samuel. C'est une question de respect. C'est que Martha soit traitée comme une invitée dans sa propre maison. C'est que toi, tu restes les bras croisés pendant que ta femme maltraite ta mère. Là, elle ne la maltraite pas. Hier, elle l'a littéralement poussée au sol. Samuel fit une grimace. C'était un accident. Non, fils. C'était le résultat de 8 ans où ta femme traite ta mère comme si elle n'avait pas sa place ici.
Hier, c'était juste la première fois que ça devenait physique. Je me suis levé en regardant mon fils et mon petit-fils. Je veux que tu réfléchisses à quelque chose, Samuel. Si quelqu'un traitait ton fils de la même façon qu'Everly traite Martha, comment réagirais-tu? Les bras de Samuel se resserrèrent protecteurs autour du bébé. Je ne laisserai jamais personne lui faire du mal. Alors pourquoi laisses-tu ta femme blesser ta mère? Je l'ai laissé assis avec cette question. En retournant vers la cuisine, j'ai entendu la voix d'Everly depuis le salon. Elle parlait au téléphone avec quelqu'un et son ton était complètement différent de l'image de mère fatiguée qu'elle montrait devant nous. « Oh, c'est parfait », disait sa voix animée et confiante. « On a pratiquement tout l'endroit pour nous. La vieille reste surtout en haut maintenant et Steven est complètement gérable. Samuel fait tout ce que je lui dis. » Je me suis arrêté net. Elle parlait de nous, de notre maison, de ma femme. « Non, nous ne prévoyons pas de déménager bientôt », continua Everly. « Pourquoi le ferions-nous? Maison gratuite, nourriture gratuite, babysitter incluse. C'est comme gagner à la loterie, mais plus facile. » La personne à l'autre bout du téléphone a dû dire quelque chose, car Everly a ri. Un son que j'avais rarement entendu dans notre maison. « Fais-moi confiance. Ils n'iront nulle part. Martha est trop abattue pour faire des histoires et Steven est trop mou pour exiger quoi que ce soit. Quand ils se rendront compte de ce qui se passe, nous aurons tout exactement comme nous voulons. » Je suis resté figé dans notre couloir, écoutant ma belle-fille parler de notre famille comme si nous étions des victimes d'une arnaque à long terme. La cruauté dans sa voix, l'absence totale de gratitude ou d'affection m'a fait comprendre que ce qui s'était passé hier n'était pas un incident isolé ni un moment de stress d'une jeune mère. C'était Everly qui montrait son vrai visage pour la première fois, sur qui il n'y aurait pas de conséquences. Pendant que je restais là, l'entendant rire de la facilité avec laquelle elle avait manipulé notre famille, j'ai compris que la conversation que je venais d'avoir avec Samuel n'était que le début. Il ne s'agissait pas seulement de respect, de limites ou même d'argent. Il s'agissait d'une femme qui, pendant 8 ans, s'était emparée systématiquement de notre maison et de nos vies et qui comptait maintenant poursuivre cette prise de contrôle indéfiniment. La question était, qu'allais-je faire à ce sujet? Après avoir entendu la conversation téléphonique d'Everly, je n'ai pas pu me défaire de la sensation qu'il se passait autre chose que ce que j'avais perçu. Ces mots continuaient de résonner dans mon esprit, quand ils se rendront compte de ce qui se passe, nous aurons tout exactement comme nous voulons. Qu'est-ce qu'elle voulait dire exactement par là? J'ai passé les jours suivants à observer de plus près, à prêter attention à des choses que j'avais été trop confiant pour remarquer auparavant. Martha a semblé sentir mon changement d'humeur, mais n'a pas posé de questions. Elle avait appris, au fil des années, que poser trop de questions près d'Everly menait à des confrontations gênantes. C'est le jeudi après-midi que j'ai fait la découverte qui a tout changé. Je cherchais nos documents d'assurance habitation dans mon vieux classeur que j'avais descendu au sous-sol quand Samuel et Everly s'étaient approprié mon bureau. En fouillant des dossiers qui n'avaient pas été touchés depuis des mois, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Mêlés à nos papiers personnels, il y avait des documents que je n'avais jamais vus. Des formulaires à l'allure officielle avec notre adresse, mais pas nos noms. J'ai sorti une pile de documents, les mains tremblantes en les lisant. Des factures de services publics, mais pas à mon nom ni à celui de Martha. Elles étaient au nom d'Everly. Pas une seule facture, mais celle de plusieurs mois. Électricité, gaz, eau, câbles, internet, tout transféré au nom d'Everly Harwell. Mais ce n'était pas le pire. Au fond de la pile, il y avait un formulaire que j'ai reconnu, mais que je n'ai pas pu croire tout de suite. Une demande de réexpédition du courrier auprès du service postal, redirigeant tout le courrier de notre adresse pour qu'il arrive d'abord au nom d'Everly, daté d'il y a 6 mois. Je me suis laissé tomber sur une vieille chaise de notre sous-sol, regardant les papiers avec incrédulité. Everly avait, systématiquement, mis les services de notre maison à son nom sans nous dire un mot. Sans demander la permission, je suis monté l'escalier sur des jambes tremblantes et je suis allé directement à notre boîte aux lettres. Effectivement, en regardant vraiment le courrier que nous recevions, j'ai remarqué que la plupart étaient adressés à Harwell, à notre adresse, notre vrai courrier étant presque mélangé comme une pensée de dernière minute. Comment ai-je pu passer à côté? Depuis combien de temps interceptait-elle notre courrier, nos factures, notre correspondance personnelle? Je suis rentré dans la maison et je suis allé directement à la cuisine, où Martha préparait calmement le déjeuner. Elle a levé les yeux quand je suis entré et j'ai vu la question dans son regard. « Martha » dis-je en gardant la voix basse, «
quand as-tu vu pour la dernière fois notre facture d'électricité? Elle a froncé les sourcils, réfléchissant. Eh bien, c'est toi qui t'en occupes d'habitude, Steven, mais maintenant que tu le dis, je n'ai vu aucune facture traîner depuis des mois. J'ai supposé que tu les payais en ligne maintenant. Je ne les paie pas en ligne. Moi non plus je ne les ai pas vus. Le visage de Martha a pâli. Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai montré les documents que j'avais trouvés. J'ai observé son visage changer en comprenant ce qu'il signifiait. Ma femme, forte et patiente, qui avait supporté 8 ans d'humiliation progressive, avait soudain l'air effrayé. À Steven, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi mettrait-elle les factures à son nom? Je ne voulais pas dire ce que je pensais, mais les implications devenaient claires. Je crois qu'elle essaie d'établir une résidence légale ici. Si tous les services publics sont à son nom, si elle reçoit tout le courrier, elle peut prétendre que c'est sa résidence principale. Mais c'est notre maison. Nous avons l'acte. Je sais, mais si quelqu'un voulait faire valoir légalement qu'il est l'occupant principal, avoir tous les services et le courrier à son nom serait un bon début. Martha s'est affaissée sur une chaise de notre table de cuisine. Elle essaie de nous prendre notre maison. Avant que je puisse répondre, nous avons entendu des pas. Everly est apparue dans l'embrasure de la cuisine avec le bébé dans les bras, nous regardant avec des yeux curieux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle d'une voix douce et concernée. « Vous avez l'air tous les deux contrariés. » J'ai brandi la pile de papier. « Everly, pourquoi nos factures de service public sont-elles à ton nom ?» Pendant une seconde, son masque a glissé. J'ai vu un calcul dans ses yeux, une évaluation rapide de l'ampleur de ses ennuis. Puis l'expression innocente est revenue. « Oh, ça, dit-elle avec un petit rire léger. Il y a eu une confusion avec la société de facturation il y a quelques mois. Ils envoyaient les factures à la mauvaise adresse, alors je les ai transférées à mon nom temporairement pour m'assurer qu'elles soient payées à temps. J'avais l'intention de vous en parler. Depuis 6 mois, dis-je. Déjà? Le temps file avec l'arrivée du bébé et tout. Je les appellerai demain et je remettrai ça à votre nom si vous voulez. J'ai étudié son visage. Elle était douée pour ça, je devais l'admettre. L'explication était assez plausible, livrée avec juste ce qu'il fallait de désinvolture. Et pour la réexpédition du courrier. Cette fois, la pause fut plus longue. Réexpédition du courrier. Le service postal a un ordre de réexpédition qui envoie tout le courrier de cette adresse d'abord à ton nom. Everly a ajusté le bébé dans ses bras, gagnant du temps. Honnêtement, je ne vois pas de quoi tu parles, Steven. Peut-être qu'il y a eu une erreur quand j'ai mis à jour mon adresse après notre emménagement. Tu sais à quel point les formulaires du service postal peuvent être confus. Il y a 8 ans, dis-je. Je vais vérifier, d'accord? Sa voix avait un tranchant maintenant, le ton mielleux se fissurant légèrement. Je ne comprends pas pourquoi vous en faites tout un plat. On est une famille, on vit tous ici ensemble. C'est notre maison, Everly. Elle m'a regardé avec ce que je ne peux décrire que comme de la pitié. Bien sûr que c'est votre maison. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais nous vivons ici aussi, Steven. Nous contribuons au foyer. Il est logique d'organiser les factures efficacement. Martha parla pour la première fois, sa voix calme mais ferme. À comment contribues-tu au foyer, Everly? La question resta en suspens comme un défi. Les yeux d'Everly se plissèrent légèrement en regardant ma femme. Je m'occupe du bébé. Je gère les emplois du temps de la maison. Je m'assure que tout fonctionne sans problème. Mettre nos factures à ton nom sans nous le dire, gérer des questions pratiques pour lesquelles toi et Steven n'avaient évidemment plus le temps. La condescendance dans sa voix était indéniable. Elle n'essayait même plus de la cacher. Nous ne sommes pas séniles, Everly, dis-je. Nous gérons notre maison et nos finances depuis plus de 40 ans. Bien sûr que oui, dit-elle, mais son-on suggérait le contraire. J'essaie juste d'aider, mais si vous préférez tout gérer vous-même, très bien. Samuel et moi pouvons trouver un autre endroit où vivre. C'était une menace déguisée en complaisance. Elle misait sur le fait que nous n'oserions pas la mettre au défi, que l'idée de perdre l'accès à notre petit-fils nous ferait reculer. Mais quelque chose avait changé en moi depuis que j'avais trouvé ces papiers. La compréhension qu'elle travaillait systématiquement à établir une réclamation légale sur notre maison avait réveillé quelque chose que j'avais gardé enfoui trop longtemps. En réalité, dis-je, ma voix calme et ferme.
Je crois que ce serait peut-être la meilleure chose. Le visage d'Everly devint blanc. Pardon? Je crois qu'il est temps que toi et Samuel trouviez votre propre logement. Vous êtes ici depuis 8 ans. C'est assez. Mais tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Samuel, cria-t-elle, sa voix aiguë de panique. Mon fils apparut en quelques secondes, l'air alarmé. Qu'est-ce qui se passe? Ton père essaie de nous mettre dehors, dit Everly, sa voix tremblant d'une émotion fabriquée. Il est fâché à cause d'une bête confusion de paperasse et maintenant il veut nous jeter dehors avec un nouveau-né. Samuel regarda entre nous, confus et clairement mal à l'aise. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tendu la pile de papier. Ta femme a mis les factures de notre maison à son nom sans notre accord. Elle a aussi redirigé notre courrier par le service postal. Samuel fronça les sourcils en examinant les documents. Everly, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est rien, dit-elle rapidement. Juste une commodité administrative pour que les factures soient payées à temps. Ton père dramatise beaucoup trop. Pendant 6 mois, demanda Samuel, répétant ma question précédente. Je t'ai dit que je comptais vous en parler. Avec la grossesse et tout, j'ai oublié. Samuel regarda les papiers de plus près. Je pus voir qu'il commençait à comprendre les implications. Ça donne l'impression que tu es la résidente principale ici. C'est ridicule, lança Everly. Ce n'est que de la paperasse. Tes parents agissent comme des paranoïaques. Mais Samuel ne la regardait plus. Il me regardait, et je vis le moment exact où les pièces commençaient à s'assembler dans son esprit. Tous les petits changements au fil des ans, toutes les façons dont Everly avait pris progressivement plus de contrôle sur la maison, toutes les fois où elle avait pris des décisions sans consulter Martha ni moi. Everly, dit Samuel lentement, pourquoi as-tu mis les factures à ton nom sans demander? Je l'ai déjà expliqué. Non, dit-il, sa voix plus forte. Pourquoi tu l'as vraiment fait? Pour la première fois depuis que je la connaissais, Everly semblait vraiment déconcertée. Le bébé commença à s'agiter dans ses bras, ressentant la tension. J'essayais d'aider, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. L'aider, en t'appropriant la maison de mes parents? Ce n'est pas m'approprier, c'est organiser. Quelqu'un devait gérer ça correctement. Incorrectement, dit Martha d'une voix plus forte. Nous gérons nos affaires correctement depuis avant ta naissance. Le masque d'Everly glissa enfin complètement. Sérieusement? Parce que d'où je me tiens, vous avez laissé cet endroit se détériorer. Factures perdues, courrier mal dirigé. Des systèmes jamais mis à jour depuis des décennies. Quelqu'un devait moderniser tout ça. Quelqu'un devait prendre le contrôle. Tu veux dire, dis-je. Oui. Le mot explosa de sa bouche avant qu'elle ne puisse se retenir. Oui. Quelqu'un devait prendre le contrôle parce que vous deux, vous n'êtes plus capable de le faire. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même le bébé cessa de s'agiter, comme si quelque chose d'important venait d'être révélé. Samuel regarda sa femme avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la colère exactement, mais de la reconnaissance. La compréhension naissante que la femme qu'il avait épousée n'était pas celle qu'il croyait. « Depuis combien de temps tu prépares ça ?» demanda-t-il doucement. « Préparer quoi ?» « Je ne préparais rien. »« Depuis combien de temps tu travailles pour t'approprier leur maison ?» Les yeux d'Everly allèrent de l'un à l'autre. Je pouvais voir qu'elle calculait si elle pouvait encore s'en sortir avec des mots. C'est là que j'ai su que nous allions découvrir à quel point tout cela allait loin. La tension dans notre cuisine était étouffante. Everly était là, tenant notre petit-fils, son visage traversant un cycle d'émotions alors qu'elle cherchait la meilleure approche. Je l'avais déjà vu faire ça pendant des conflits mineurs, mais jamais quand les enjeux étaient si élevés. Vous exagérez tous, dit-elle enfin, choisissant l'indignation. J'essayais de simplifier les choses ici, et maintenant vous agissez comme si j'avais commis un crime terrible. Simplifier les choses, répéta Samuel, la voix plate. Il tenait toujours les papiers, les regardant comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Mettre les factures de mes parents à ton nom. Nos factures, corrigea Everly. Nous vivons ici aussi, Samuel. Nous faisons partie de ce foyer. Ce n'est pas notre maison, dit Samuel doucement. Non, ce ne l'est pas. La voix d'Everly devint aiguë. Nous sommes là depuis 8 ans. Nous contribuons à cette famille.
Nous aidons à maintenir cet endroit. À quel moment ça devient aussi notre maison? Quand vous achèterez la vôtre, dis-je fermement. Everly éclata de rire, mais sans aucune joie. Avec quel argent, Steven? Tu sais que Samuel a du mal à trouver un travail stable. Tu sais qu'on ne peut pas se permettre un logement en ce moment. Vous allez vraiment nous mettre dehors avec un nouveau-né pour un peu de paperasse. Ce n'est pas juste de la paperasse, et tu le sais, dit Martha. Sa voix était plus ferme que je ne l'avais entendue depuis des années. Tu t'appropries notre maison morceau par morceau. J'ai fait des améliorations. J'ai organisé ce qui devait l'être. J'ai pris les choses en main parce que personne d'autre ne le faisait. Personne ne t'a demandé de le faire, dis-je. Personne n'avait besoin de me le demander. C'était évident. Samuel leva les yeux des papiers. Qu'est-ce qui était évident? Everly se tourna vers lui complètement, et je la vis changer encore de tactique. Cette fois, elle choisit la vulnérabilité. Samuel, tes parents vieillissent. Ils ne sont plus aussi lucides. Les factures se mélangeaient, des rendez-vous étaient oubliés, des choses étaient négligées. J'essayais seulement d'aider à tout garder organisé. Nous n'avons jamais manqué un paiement, dit Martha fermement. Vous avez raté le paiement de l'assurance le printemps dernier. C'était une erreur administrative de leur bureau. Nous l'avons réglé. Et la fois où la compagnie des eaux a coupé le service pour impayé. Je l'ai fixé. L'eau n'a jamais été coupée. Ça l'aurait été si je ne les avais pas appelés pour arranger les choses. Les Everly, dit Samuel lentement. Tu es en train de dire que tu gérais leurs factures sans leur dire? Elle changea le bébé de bras pour éviter de répondre directement. J'ai aidé quand je voyais des choses qui nécessitaient de l'attention, en mettant tout à mon nom, pour m'assurer que rien ne soit oublié. Sa voix devenait plus aiguë, plus désespérée. Le bébé se remit à pleurer et Everly le berça automatiquement en continuant de se justifier. Écoutez, je ne comprends pas pourquoi tout le monde est si en colère. Nous sommes une famille, on s'entraide. J'ai vu des domaines où je pouvais contribuer plus efficacement, alors je l'ai fait. Le plus efficacement que les propriétaires de la maison, dis-je. Un silence lourd s'installa. Everly se rendit compte de ce qu'elle venait de dire et tenta de se rattraper, mais il était déjà trop tard. Je veux dire, j'ai juste plus de temps pour m'occuper de ces choses. Vous et Martha avez d'autres priorités. J'essayais juste d'être utile. Utile ou avoir le contrôle, demanda Samuel. Sa question sembla briser quelque chose chez Everly. Son calme soigneusement construit se fissura et, pour la première fois, je vis la vraie colère dessous. Oui, avoir le contrôle, lâcha-t-elle. Et quelqu'un devait prendre le contrôle ici parce que rien n'était fait correctement. Tu sais comme c'est frustrant de voir les choses gérées de façon inefficace quand tu sais que tu pourrais faire mieux? Donc tu as décidé de prendre le contrôle, dit Martha. J'ai décidé de prendre les choses en main et de gérer ce qui devait l'être. Sans demander la permission, sans avoir besoin de permission. La voix d'Everly était pleine de fureur. Je vis ici maintenant. Je contribue à ce foyer. Je ne devrais pas avoir besoin d'autorisation pour organiser notre maison efficacement. Ce n'est pas ta maison, dis-je fermement. Ça fait 8 ans que c'est ma maison. J'ai nettoyé chaque pièce, organisé chaque placard, géré chaque système. Je connais cet endroit mieux que vous deux à ce stade. L'arrogance dans sa voix était stupéfiante. Elle croyait vraiment que vivre dans notre maison pendant 8 ans lui donnait plus de droits que plus de 40 ans de propriété. Les Everly, dit Samuel, la voix calme mais intense. Qu'est-ce que tu comptais faire exactement avec toutes ces factures à ton nom? Elle le regarda comme s'il avait posé une question stupide. Je comptais faire en sorte que la maison fonctionne sans accroc. Quelqu'un doit être responsable de ces choses. Mais pourquoi fallait-il que ce soit toi? Parce que c'est moi qui suis ici toute la journée. C'est moi qui remarque quand quelque chose a besoin d'attention. C'est moi qui ai le temps de gérer les détails administratifs. Tu aurais pu nous demander de gérer nos propres factures, fit remarquer Martha. J'aurais pu, mais pourquoi l'aurais-je fait alors que je m'en occupais déjà? Parce que c'est notre maison, dis-je encore. La patience d'Everly se termina enfin complètement. Votre maison que vous ne pouvez pas vous permettre d'entretenir sans notre aide. Votre maison qui tombait en ruine avant que je commence à l'organiser. Votre maison que Samuel et moi subventionnons par notre présence et notre travail depuis 8 ans. Subventionnons,
la voix de Samuel était incrédule. Oui, subventionnons. Vous croyez qu'on vit ici gratuitement? Vous croyez que je ne contribue pas? Je gère ce foyer, j'entretiens ces systèmes, j'améliore cette propriété. Ça a de la valeur, Samuel. Ça vaut quelque chose. Non, dit Martha fermement. Pas en propriété. À quel moment la sueur devient-elle du capital réel? À quel moment la personne qui dirige réellement le foyer obtient-elle son mot à dire sur la façon dont il est dirigé? Je sentis quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Il ne s'agissait pas seulement de factures et de réexpédition de courrier. Il s'agissait d'une croyance fondamentale que ces 8 années à vivre chez nous lui avaient conféré des droits de propriété. Waverly, dis-je prudemment, est-ce que tu crois que tu es propriétaire de cette maison? Elle me regarda comme si je faisais exprès de ne pas comprendre. Je crois que j'ai gagné une part dans cette maison. Oui, tu aurais gagné une part dans notre maison. J'ai gagné une part dans la maison où j'ai vécu pendant 8 ans, où j'ai élevé ma famille, où j'ai contribué avec mon temps, mon énergie et mes efforts pour en faire un endroit meilleur. Samuel regarda sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. Waverly, c'est insensé. Tu ne peux pas simplement réclamer la propriété de la maison de quelqu'un d'autre parce que tu y as vécu. Je ne peux pas? Et les droits d'un mariage de fait? Et les droits d'un locataire? Et le fait que j'ai été la personne principale à gérer cette propriété pendant des années? Mais tu n'es pas marié à la maison, dit Martha. Mais sa voix tremblait maintenant. Et tu n'es pas une locataire, tu es une invitée qui a largement dépassé la durée. Je suis un membre de la famille qui a contribué à ce foyer pendant que vous viviez sur les droits de propriété que vous avez établis il y a des décennies. L'arrogance incroyable de ces mots nous laissa tous sans voix un instant. Waverly sembla prendre notre silence pour un accord. Et écoutez, dit-elle, sa voix redevenant raisonnable. Je n'essaie rien d'enlever à personne. Je pense seulement qu'on doit reconnaître la réalité de la situation. Cette maison fonctionne parce que c'est moi qui la fais fonctionner. Ces systèmes marchent parce que c'est moi qui les entretiens. Cette famille tourne sans heurts parce que c'est moi qui l'organise. Cette famille, dit Samuel lentement. Ou ta famille, notre famille, nous tous, y compris maman et papa. Waverly nous regarda, Martha et moi, et je vis quelque chose de froid clignoter dans ses yeux. Bien sûr, y compris Steven et Martha. Ils sont une partie importante de ce foyer. Une partie importante, répétai-je, dans notre propre maison, dans notre foyer familial. Oui. Ce n'est pas un foyer familial, dit Samuel, la voix de plus en plus forte. C'est la maison de maman et papa, dans laquelle ils ont été assez généreux pour nous laisser vivre pendant 8 ans. Samuel, à un moment, la générosité devient un partenariat. Pas sans discussion, pas sans accord, pas sans consentement. Le visage d'Waverly était écarlate. Son contrôle était maintenant complètement perdu. Le consentement? J'obtiens du consentement depuis 8 ans, parce que vous m'avez laissé gérer ces responsabilités. Vous étiez parfaitement content de me laisser m'occuper de tout tant que vous n'aviez pas à y penser. Elle se tourna directement vers Martha et moi. Et vous deux étiez parfaitement contents de me laisser gérer toutes les parties difficiles pour maintenir ce foyer pendant que vous jouiez aux grands-parents généreux. Nous gérons notre propre maison, dit Martha fermement. Sérieusement, c'est quand la dernière fois que vous avez fait un rapprochement de chéquier? La dernière fois que vous avez appelé une compagnie de service public? La dernière fois que vous avez comparé les forfaits Internet ou négocié un meilleur tarif pour quelque chose? Je réalisais qu'elle avait raison sur une partie. Ces dernières années, Waverly avait progressivement pris beaucoup de ses tâches, toujours en présentant cela comme une efficacité utile plutôt qu'une prise de contrôle. Ça ne te donne pas des droits de propriété, dis-je. Ça me donne une voix dans les décisions qui affectent la situation de vie de ma famille. Ta famille peut se trouver sa propre situation de vie, dit Samuel d'une voix basse. Waverly se tourna vers lui, les yeux enflammés. Avec quel argent? Avec ton travail inexistant? Avec ma carrière inexistante, parce que j'ai été occupé à gérer ce foyer pendant 8 ans. C'était ton choix. C'était notre accord. Tu as dit qu'on resterait ici temporairement le temps de se remettre. Tu as dit que mes parents voulaient t'aider. Tu as dit que c'était le mieux pour notre famille. J'ai dit qu'on resterait temporairement, pas définitivement. Et je n'ai jamais dit que tu devais t'approprier leur maison. Je ne me suis approprié rien. J'ai pris les choses en main quand c'était nécessaire.
Le bébé pleurait plus fort maintenant, perturbé par les cris. Everly tenta de le calmer en continuant de se disputer, mais sa multitâche se délitait sous le stress. Peut-être, dit Martha d'une voix basse, que le bébé devrait être dans un endroit plus calme. Everly serra notre petit-fils plus fort. Il est bien là où il est. Il est contrarié parce qu'on crie tous. Il est contrarié parce que sa famille est déchirée par des gens égoïstes qui ne savent pas apprécier ce qu'ils ont. L'insulte était si banale, si naturelle, qu'il fallut un moment pour que ça fasse tilt. Le visage de Martha devint blanc. Des gens égoïstes, répétai-je. Oui, égoïstes. Vous avez plus d'espace que nécessaire, plus de moyens que vous n'en utilisez, et une famille qui vous a aidé à tout maintenir. Et au moment où quelqu'un demande une simple considération, vous voulez nous mettre dehors. C'est là que j'ai su qu'il n'y avait aucun moyen de raisonner avec elle. Dans son esprit, nous étions les méchants parce que nous voulions reprendre le contrôle de notre propre maison. Elle croyait sincèrement être la victime dans une situation où elle s'était progressivement emparée de nos vies. La question maintenant était, qu'allais-je faire? Après cette confrontation explosive dans la cuisine, la maison ressemblait à un baril de poudre prêt à exploser. Everly s'était retiré dans la chambre principale avec le bébé, claquant la porte. Samuel était sorti dans le jardin, l'air sous le choc. Martha et moi étions restés dans notre propre cuisine à essayer de digérer ce qui venait de se passer. Steven, dit Martha à voix basse, la voix tremblante. Elle croit vraiment qu'elle est propriétaire de notre maison. J'ai hoché la tête, toujours en fixant la pile de papier dans mes mains. Elle ne le croit pas seulement, elle a travaillé méthodiquement pour y parvenir. Qu'est-ce qu'on fait? C'était la question qui m'a tenu éveillé toute la nuit. Que faisions-nous d'une femme qui avait passé 8 ans à prendre progressivement le contrôle de notre foyer et qui pensait maintenant avoir des droits légaux et moraux dessus? Que faisions-nous de notre fils, clairement coincé entre sa loyauté envers sa femme et la reconnaissance de ce qu'elle avait fait à ses parents? Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Pendant qu'Everly était occupée avec le bébé et que Samuel continuait d'éviter tout le monde, j'ai conduit en ville et je suis entré dans les bureaux de Patterson et Associés, le cabinet d'avocats qui avait géré notre succession pendant des années. Robert Patterson était un peu plus jeune que moi, un homme rusé qui pratiquait le droit de la famille depuis plus de 30 ans. Quand je lui ai expliqué la situation, son expression est devenue de plus en plus grave. Steven, ce que tu décris ressemble à quelqu'un qui essaie d'établir une prescription acquisitive ou au moins des droits de locataire, dit-il en examinant les copies des documents que j'avais apportés. Les transferts de services publics, la réexpédition du courrier. Ce sont des étapes classiques que quelqu'un peut suivre pour établir une résidence légale. Là, elle peut faire ça? Elle peut réclamer notre maison. Au Texas, il est peu probable qu'elle réussisse une revendication complète de prescription acquisitive parce qu'elle n'occupe pas la propriété de manière adverse. Elle a emménagé avec votre permission. Mais elle pourrait potentiellement réclamer des droits de locataire, ce qui compliquerait beaucoup plus son expulsion. Un frisson me parcourut l'estomac. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si elle s'est établie comme locataire, même sans bail formel, vous pourriez devoir passer par une procédure d'expulsion légale pour la faire partir. Et si elle a mis les services publics à son nom et établi la réexpédition du courrier, elle peut argumenter qu'elle est la résidente principale. Pendant 8 ans, nous les avons laissés vivre là sans payer de loyer parce que Samuel est notre fils. Je comprends. Mais la loi ne distingue pas toujours la générosité des accords formels de location. Si quelqu'un vit longtemps dans un logement et gère les responsabilités du foyer, il peut parfois revendiquer des droits de locataire. Je me sentis mal. Alors on est piégé? Pas forcément, mais vous devez être très prudent dans la façon dont vous gérez ça. Si vous voulez qu'il parte, vous devez le faire correctement par les canaux légaux. Robert se pencha sur son bureau. Steven, je dois te demander, y a-t-il une possibilité que ta belle-fille ait reçu des conseils juridiques? Les étapes qu'elle a prises sont méthodiques, exactement ce que ferait quelqu'un qui essaie d'établir une revendication de résidence. Je n'y avais pas pensé, mais ça avait un sens parfait. Les actions d'Everly n'avaient pas été aléatoires ni émotionnelles. Elles avaient été calculées et systématiques. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, documente tout. Chaque facture transférée, chaque courrier redirigé, chaque changement fait sans autorisation. Ensuite, je vais rédiger une notification formelle exigeant qu'elle transfère tous les services et le courrier à votre nom sous 30 jours. Troisièmement, nous allons établir par écrit des attentes claires pour leur résidence continue dans votre maison.
Et si elle refuse, nous lancerons une procédure légale d'expulsion. Ce n'est pas agréable, mais c'est légal et définitif. Je suis sorti du bureau de Robert avec un dossier épais de formulaires juridiques et un plan d'action. Pour la première fois depuis des semaines, je sentais que j'avais un peu de contrôle sur la situation. Mais en rentrant, j'ai réalisé qu'Everly aussi avait fait ses propres plans. Martha m'a accueilli à la porte, le visage pâle d'inquiétude. « Steven, tu dois voir quelque chose. » Elle m'a conduit dans notre chambre, où elle avait fouillé notre classeur personnel. Des papiers étaient éparpillés sur notre lit, et ses mains tremblaient en tenant un document. Je cherchais nos polices d'assurance pour m'assurer que tout était toujours à notre nom, dit-elle. Et j'ai trouvé ça mélangé avec nos papiers. C'était un formulaire de transfert d'acte en blanc, mais avec la description de notre propriété déjà remplie. En bas, dans l'écriture d'Everly, il y avait des notes sur la valeur de la maison et les évaluations fiscales. Elle a fait des recherches pour savoir comment transférer la propriété de notre maison, murmura Martha. Une rage froide m'envahit. Où as-tu trouvé ça? Dans notre classeur. Elle a dû le mettre là quand elle fouillait nos papiers pour les transferts de services. J'ai étudié le formulaire de plus près. Ce n'était pas une simple curiosité. Quelqu'un avait donné à Everly des informations détaillées sur notre propriété, y compris des choses qui n'étaient pas publiques. Martha, y a-t-il eu quelqu'un d'autre dans notre maison récemment? Un étranger? Un technicien qu'Everly aurait laissé entrer? Eh bien, la semaine dernière, pendant que tu étais chez le médecin, quelqu'un est venu. Everly a dit que c'était un agent du bureau du fisc du comté venu vérifier les valeurs pour les impôts. J'ai pensé que c'était normal. Mon sang s'est glacé. Tu as vu ces papiers? Everly s'en est chargée. Elle a dit qu'elle ne voulait pas t'embêter avec des affaires officielles. J'ai pris le téléphone et appelé le bureau du fisc du comté. Après 3 transferts, j'ai enfin eu quelqu'un qui a vérifié les dossiers. Non, monsieur, dit l'employé après quelques minutes. Nous n'avons aucun enregistrement d'avoir envoyé quelqu'un à votre adresse, et nous ne faisons pas d'évaluation à domicile sauf en cas de plainte ou de litige légal. J'ai raccroché et regardé Martha. Ce n'était pas un agent du fisc. Everly avait laissé entrer quelqu'un dans notre maison sous de faux prétextes, et maintenant nous avions un formulaire de transfert de propriété dans notre classeur. Steven, qu'est-ce qu'elle est en train de préparer? Avant que je puisse répondre, nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir et la voix de Samuel. Maman, papa, où est-ce que vous êtes? J'ai ramassé les papiers sur notre lit et je suis descendu. Samuel était dans le salon, tenant son fils, l'air plus sérieux que je ne l'avais vu depuis des années. Papa, il faut qu'on parle, dit-il sans détour. Oui, il faut, répondis-je. Je me suis assis en face de lui avec le formulaire de transfert dans mes mains. Mais d'abord, tu dois voir ça. Samuel regarda le document, son expression devenant de plus en plus préoccupée. D'où ça vient? Ta mère l'a trouvé dans notre classeur avec des notes sur la valeur de la maison et l'écriture d'Everly. Papa, je ne comprends pas pourquoi Everly aurait ça. C'est ce que j'espérais que tu pourrais m'expliquer. Samuel resta silencieux un long moment, berçant le bébé distraitement. La semaine dernière, elle m'a posé des questions sur les lois d'héritage, dit-il enfin. Elle disait qu'elle était juste curieuse de savoir comment fonctionnent les transferts de propriété quand les parents vieillissent. Quel genre de questions? Des trucs comme, si quelqu'un vit assez longtemps dans une maison, peut-il en réclamer la propriété? Si quelqu'un améliore beaucoup une maison, obtient-il des droits dessus? Si des personnes âgées ne peuvent plus gérer leurs affaires, est-ce que les membres de la famille peuvent prendre le contrôle légalement? Chaque question me donnait l'impression d'un coup de poing dans l'estomac. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que je n'en savais pas beaucoup sur le sujet, mais que ça sonnait comme si elle réfléchissait trop. Samuel me regarda avec des yeux inquiets. Papa, elle n'essaie quand même pas vraiment de te prendre ta maison, n'est-ce pas? Je lui ai remis le dossier que Robert Patterson m'avait donné. Samuel, ta femme a passé des mois à transférer nos services publics à son nom, à réexpédier notre courrier et maintenant à chercher comment transférer la propriété. Quelqu'un qui se faisait passer pour un fonctionnaire du comté était dans notre maison la semaine dernière pour recueillir des informations. D'après toi, qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Samuel lut les documents, son visage pâlissant à chaque page. Oh, mon Dieu, murmura-t-il enfin. Elle essaie vraiment de vous prendre votre maison. On dirait bien, mais c'est de la folie. C'est du vol.
C'est de la fraude. C'est ce qui arrive quand quelqu'un se sent autorisé à quelque chose qui ne lui appartient pas. Samuel me rendit le dossier et se couvrit le visage avec les mains. Papa, je n'en avais aucune idée. Je savais qu'elle était contrôlante pour les choses de la maison, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle ferait une chose pareille. Samuel, je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois totalement honnête. Il leva les yeux. D'accord. Mais est-ce que tu fais partie de tout ça? Tu savais ce qu'elle préparait? La question resta suspendue entre nous. Le visage de Samuel passa par la douleur, la colère, puis la compréhension. Non, dit-il fermement. Non, je n'en savais rien. Et je suis horrifié que tu aies même à poser la question. Je devais demander. Je comprends pourquoi, mais papa, je ne ferai jamais rien pour vous faire du mal, à toi et à maman. Jamais. J'ai étudié le visage de mon fils à la recherche du moindre signe de mensonge. Ce que j'ai vu, c'était un choc réel et une colère grandissante. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-il. Je vais l'arrêter. Ah, comment? Je lui ai raconté ma visite chez l'avocat, les notifications formelles que nous préparions, les démarches légales que nous pouvions entreprendre pour protéger notre maison et obliger Everly à revenir en arrière. Samuel écouta en silence, posant parfois des questions, mais absorbant surtout la réalité de la situation. Quand j'eus fini, il resta silencieux un long moment. Samuel, il faut que tu comprennes quelque chose, dis-je enfin. Il ne s'agit pas seulement de la maison. Il s'agit du fait que ta femme a trompé notre famille de manière systématique et a essayé de voler notre foyer. Je ne peux pas l'ignorer. Je ne l'ignorerai pas. Je sais, dit-il à voix basse. Et j'ai besoin que tu décides de quel côté tu es. Tu es avec nous ou avec elle? Samuel regarda son fils, puis me regarda. Papa, c'est ma femme, mais ce qu'elle a fait est mal. Ce n'est pas seulement mal, c'est criminel. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui parler. Je vais lui donner une chance de réparer ça volontairement. Si elle ne le fait pas, alors je soutiendrai toute action légale que vous devrez engager. Et ton mariage? La voix de Samuel était triste, mais décidée. Mon mariage avec quelqu'un qui volerait mes parents. Je pense que ce mariage a de plus grands problèmes que je ne le croyais. Cette nuit-là, Samuel a confronté Everly. J'entendais leur voix à travers les murs, même si je ne distinguais pas les mots. La dispute a duré plus d'1 heure, avec des périodes de cris suivies de conversations intenses à voix basse. Finalement, Samuel est venu me chercher au salon. Son visage était sombre et il ne portait plus le bébé. Là, elle l'a admis, dit-il sans détour. Tout. Les services, le courrier, la recherche de propriété. Elle préparait ça depuis plus d'1 an. Qu'est-ce qu'elle a dit quand tu l'as confrontée? Là, elle a dit qu'elle protégeait l'avenir de notre famille. Elle a dit que toi et maman, vous vieillissez, et que quelqu'un devait s'assurer que la maison reste dans la famille quand vous ne serez plus là. Là, elle a dit qu'elle protégeait la famille en nous volant. Là, elle a dit qu'elle s'assurait que la maison revienne aux personnes qui s'en occupent vraiment, au lieu d'être vendue à des inconnus. La logique tordue était presque impressionnante. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que ce qu'elle fait est du vol et de la fraude. Je lui ai dit que si elle ne réparait pas tout immédiatement, je te soutiendrais pour la faire arrêter. Ah, comment a-t-elle réagi? Le visage de Samuel était dur de colère. Là, elle m'a dit que si je me mettais de votre côté contre elle, elle ferait en sorte que je ne revoie jamais mon fils. Cette menace a tout changé. Ce n'était plus seulement une fraude immobilière, c'était une femme prête à utiliser son propre enfant comme une arme pour obtenir ce qu'elle veut. Samuel, dis-je prudemment, qu'est-ce que tu veux faire? Il me regarda avec des yeux qui me rappelaient l'enfant que j'avais élevé, celui qui essayait toujours de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Je veux faire tout ce qu'il faut pour l'arrêter, dit-il. Même si ça veut dire perdre mon mariage, je ne la laisserai pas te voler et je ne la laisserai pas utiliser mon fils comme chantage. Le lendemain matin, j'ai appelé Robert Patterson et je lui ai dit que nous étions prêts à engager une action légale formelle. Le temps des discussions familiales et des compromis était terminé. Everly avait fait son choix. Il était temps qu'elle en assume les conséquences. La notification légale formelle a été remise à Everly un mardi matin. Je regardais par les fenêtres de notre salon. L'huissier s'est avancé vers notre porte d'entrée avec les documents officiels en main. Martha était à mes côtés, ses doigts entrelacés aux miens, sachant tous deux que ce moment changerait tout.
Everly a ouvert la porte avec le bébé dans les bras, attendant sûrement un colis ou un voisin. Quand elle a compris ce qui se passait, son visage est passé par une gamme d'émotions que je n'oublierai jamais, confusion, puis reconnaissance, puis pure rage. Elle a claqué la porte si fort que le bébé s'est mis à pleurer. La notification légale était exhaustive. Elle exigeait qu'Everly transfère tous les services publics à nos noms sous 7 jours, annule immédiatement la réexpédition du courrier et cesse toute activité visant à établir une résidence ou une revendication de propriété sur notre bien. Elle l'informait aussi qu'elle avait 30 jours pour quitter les lieux volontairement, sinon une procédure formelle d'expulsion débuterait. Mais la partie la plus importante était ce que Robert Patterson avait ajouté à ma requête. Une plainte formelle était déposée auprès du procureur du district pour usurpation d'identité, fraude postale et tentative de fraude immobilière. 1 heure après la signification, Everly était dans notre salon, le visage rouge de colère, exigeant de parler avec Samuel et moi. Martha, prudemment, était partie voir sa sœur ce jour-là, ne voulant pas être présente pour une confrontation qui s'annonçait désagréable. « Vous n'avez pas le droit de me faire ça », cria-t-elle en agitant les papiers légaux en l'air. « J'ai des droits. Je vis ici depuis 8 ans. Tu as le droit de partir volontairement, dis-je calmement. C'est tout. Samuel, dis à ton père qu'il fait une erreur. Dis-lui ce que ça va faire à notre famille. Samuel, à son crédit, avait clairement passé les derniers jours à repenser ses priorités. Everly, ce que tu as fait est illégal. Papa est plus que juste en te donnant la possibilité de réparer ça volontairement. Réparer quoi? Je n'ai rien fait de mal. Tu as commis une usurpation d'identité en mettant leur facture à ton nom, dit Samuel, la voix ferme malgré les circonstances. Tu as commis une fraude postale en réexpédiant leur courrier. Tu as tenté une fraude immobilière en cherchant comment transférer leur maison à ton nom. Ce sont des crimes graves, Everly. J'essayais d'aider cette famille. En volant mes parents, en prenant la responsabilité et quand personne d'autre ne le faisait. J'en avais assez entendu. Everly, tu as 7 jours pour tout remettre à nos noms. Tu as 30 jours pour trouver un autre logement. Voilà tes options. Si je refuse. Alors tu seras expulsé et les poursuites pénales suivront. Elle me regarda avec une haine non dissimulée. Tu le ferais vraiment? Tu détruirais vraiment le mariage de ton fils et tu lui enlèverais son enfant pour un peu de paperasse. Est-ce que je protégerais vraiment ma maison et ma femme contre quelqu'un qui a essayé systématiquement de nous voler? Oui. Samuel se tourna vers sa femme désespérée. Tu ne peux pas nous laisser subir ça. Samuel regarda sa femme avec une expression que je ne peux décrire que comme une profonde tristesse. Everly, on ne nous fait rien. C'est toi qui nous as fait ça. J'ai fait ça pour nous. Tu ne l'as pas fait pour nous. Tu l'as fait pour toi. Et maintenant, notre fils va grandir avec une mère qui a essayé de voler ses grands-parents. Cela sembla briser quelque chose en Everly. Elle s'effondra sur notre canapé, tenant toujours le bébé. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle paraissait vraiment vaincue. Je voulais juste de la sécurité, dit-elle d'une voix basse. Je voulais m'assurer que notre famille est une maison stable. Tu l'avais déjà, dit Samuel. Mes parents nous l'ont donné librement. Pour combien de temps? Que se passe-t-il quand ils mourront? Quand cette maison sera vendue et qu'on n'aura nulle part où aller? Alors, on trouvera une solution comme des adultes. Everly, on ne vole pas ceux qui nous ont aidés. Elle regarda Samuel et moi, et je pouvais la voir calculer un dernier geste désespéré. Très bien, dit-elle en se levant brusquement. Très bien. Vous voulez que je parte? Je partirai. Mais j'emmène mon fils avec moi et vous ne le reverrez jamais. Le visage de Samuel devint livide. Everly, ne fais pas ça. Quoi? Protéger mon fils de personnes qui détruiraient sa famille pour de l'argent? Ce n'est pas une question d'argent. Tout est une question d'argent, cria-t-elle. Il s'agit d'une maison, de factures et de valeurs immobilières. Vous choisissez l'argent plutôt que votre propre petit-fils. Je sentis quelque chose se briser en moi. 8 ans à voir cette femme manipuler ma famille. 8 ans à voir ma femme devenir plus petite et silencieuse. 8 ans à voir mon fils excuser un comportement de plus en plus inacceptable. Et maintenant, elle allait utiliser notre petit-fils comme son arme ultime. Non, dis-je d'une voix glaciale. Nous choisissons l'honnêteté plutôt que le vol.
Nous choisissons le respect plutôt que la manipulation. Nous choisissons la famille plutôt que la fraude. Samuel est ma famille. Samuel est notre fils. Ce bébé est notre petit-fils. Toi, tu es la femme qui a essayé de voler notre maison. Everly serra le bébé plus fort, les yeux fous. Vous ne le reverrez jamais. Je m'en assurerai. C'est alors que Samuel trouva enfin toute sa force. En fait, Everly, non, tu ne feras pas ça. Sa voix était calme, mais ferme. Parce que je vais demander le divorce et la garde complète. Le silence qui suivit fut assourdissant. Everly regarda son mari comme s'il venait de parler une langue étrangère. Tu ne peux pas, murmura-t-elle. Je peux, et je vais le faire. Une mère qui commet une fraude grave contre les grands-parents de son propre fils n'est pas quelqu'un qui devrait avoir la garde non surveillée de cet enfant. Samuel, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas m'enlever mon bébé. Je ne t'enlève pas ton bébé. Je le protège d'une mère qui pense que le vol et la fraude sont des moyens acceptables de maintenir sa famille. Le visage d'Everly se crispa et, un instant, j'ai presque ressenti de la pitié pour elle. Presque. S'il te plaît, supplia-t-elle. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais tout arranger. Je remettrai les factures à vos noms. J'annulerai la réexpédition du courrier. Je déménagerai. Juste, ne m'enlève pas mon bébé. Tu aurais dû y penser avant de décider de commettre des crimes, dit Samuel avec fermeté. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités légales. Fidèle à sa parole, Everly transféra tous les services publics à nos noms. Le renvoi du courrier fut annulé. Elle quitta notre maison pour un appartement bon marché de l'autre côté de la ville, n'emportant que ses affaires personnelles. Mais les charges pénales continuèrent quand même. Robert Patterson nous avait conseillé de laisser la justice suivre son cours, c'était la seule manière de s'assurer qu'Everly ne tente plus jamais ça avec quelqu'un d'autre. La procédure de divorce fut rapide et décisive. Quand le juge entendit parler de la tentative de fraude immobilière d'Everly, ainsi que de sa menace d'utiliser l'enfant comme arme contre ses grands-parents, la garde fut attribuée à Samuel, avec des visites surveillées pour Everly. 6 mois plus tard, j'étais assis dans notre jardin, regardant Samuel pousser son fils sur la balançoire que nous avions installée. Martha était dans son jardin, fredonnant en soignant ses roses. La maison redevenait enfin notre foyer pour la première fois depuis des années. Everly avait été condamnée à 2 ans de liberté conditionnelle et de travaux d'intérêt général pour fraude. Elle dut payer le remboursement de tous les frais légaux et les coûts liés à la réparation de ce qu'elle avait fait. Elle voyait son fils un week-end sur 2 sous surveillance judiciaire et n'avait pas le droit de l'amener dans notre maison. Samuel était revenu vivre avec nous temporairement, le temps d'économiser pour son propre logement. Mais cette fois, c'était différent. Il payait un loyer, aidait pour les dépenses de la maison et, surtout, nous traitait, Martha et moi, comme les propriétaires que nous étions, pas comme des parents âgés à gérer. « Papa », dit Samuel un soir alors que nous étions assis sur le porche à regarder son fils jouer dans le jardin, « je te dois des excuses. » Pourquoi ? Pour avoir laissé ça durer si longtemps. Pour ne pas avoir vu ce qu'elle faisait. Pour ne pas vous avoir protégé, maman et toi, quand j'aurais dû le faire. Je regardais mon fils, cet homme qui avait trouvé sa force quand ça comptait vraiment. Samuel, tu nous as protégés quand ça comptait. Quand le choix était clair, tu as choisi ce qui était juste. Je n'aurais pas dû attendre aussi longtemps. Peut-être. Mais tu y es arrivé. Nous restâmes un moment dans un silence confortable, regardant Martha apprendre à son petit-fils à reconnaître différentes fleurs de son jardin. L'enfant était fasciné par tout ce qu'elle lui montrait, son visage brillant de curiosité et de joie. Elle a vraiment cru qu'elle pouvait nous prendre notre maison, dis-je après un moment. Elle a vraiment cru qu'elle la méritait, corrigea Samuel. C'était ça, la partie la plus effrayante. Elle croyait sincèrement que vivre ici pendant 8 ans lui donnait plus de droits que 40 ans de propriété. J'acquiesçai. Les gens peuvent se convaincre de n'importe quoi si ça sert leurs intérêts. Le fait est que si elle avait simplement été reconnaissante, si elle avait simplement été respectueuse, toi et maman, vous l'auriez probablement aidée pour toujours. Il avait raison. Si Everly avait traité Martha avec gentillesse, si elle avait contribué à notre foyer au lieu de chercher à le contrôler, si elle avait demandé de l'aide au lieu d'essayer de voler ce qu'elle voulait, nous aurions été heureux de soutenir la famille de notre fils indéfiniment. Mais elle n'a pas pu faire ça. Elle avait besoin de contrôle, dis-je.
Elle avait besoin de posséder les choses au lieu de simplement en profiter. Et maintenant, elle a tout perdu. Je vis mon petit-fils courir à travers le jardin pour montrer à Martha un papillon qu'il avait attrapé, son visage rayonnant d'excitation. Elle loua sa délicatesse avec la créature et l'aida à la relâcher dans le jardin fleuri. « Pas tout, dis-je. Là elle peut encore le voir. Elle peut encore être sa mère, même si ce n'est pas de la façon qu'elle avait prévue. Tu crois qu'elle comprendra un jour ce qu'elle a fait de mal? Je réfléchis à la question. Je crois qu'elle comprendra qu'elle a perdu. Je ne sais pas si elle comprendra un jour pourquoi. 3 ans plus tard, Samuel acheta une maison à 4 rues de la nôtre. Assez près pour que nous puissions aller dîner à pied. Assez près pour que notre petit-fils vienne à vélo après l'école. Assez près pour que Martha puisse s'en occuper quand Samuel avait besoin d'elle. Everly s'est remariée l'an dernier avec un homme qui avait sa propre maison. Elle voyait toujours notre petit-fils un week-end sur 2 et, selon Samuel, elle semblait plus heureuse maintenant qu'elle avait son propre domaine à contrôler. Martha et moi avons récemment renouvelé nos testaments, laissant tout à Samuel et créant un fonds pour l'éducation de notre petit-fils. La maison qu'Everly avait essayé de voler avec tant d'acharnement resterait finalement dans notre famille, mais elle passerait par l'amour et la générosité, pas par le vol et la fraude. Parfois, je pense à ce qui se serait passé si je n'avais pas trouvé ces papiers dans le sous-sol. Si je n'avais pas entendu cette conversation téléphonique. Si j'avais simplement continué à ignorer les petits signes que quelque chose n'allait pas. Everly aurait pu réussir. Elle aurait pu s'emparer peu à peu de notre maison au point que, quand nous nous serions rendus compte de ce qui se passait, il aurait été trop tard pour l'arrêter. Mais j'ai trouvé ces papiers. J'ai entendu cette conversation. Et quand est venu le moment de choisir entre garder la paix ou protéger notre famille, j'ai choisi la protection. Martha est de nouveau heureuse. Elle chante en cuisinant. Elle soigne son jardin avec joie. Elle joue avec son petit-fils sans crainte d'être critiquée ou corrigée. Notre maison redevient notre foyer. Et notre petit-fils apprend que l'amour ne vient pas avec des conditions. Que la générosité ne demande pas de gratitude. Mais que le respect n'est pas négociable. Même au sein des familles. Surtout au sein des familles. Les 3 mots que j'ai dit à Samuel ce jour-là dans la cuisine. Quand je l'ai appelé et que je lui ai montré ses papiers. Étaient simples. Ça s'arrête maintenant. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour tout changer.